Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers sa destinée. Et cette destinée, eh bien, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, le 100% écologique, la fin de l'homme, loup pour l'homme, bref, l'accession au paradis. Un paradis universel où chaque être humain a atteint l'absolue liberté, égalité, et voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'un paradis. La sérénité, plus aucune crainte, plus aucune... Enfin bref, voilà. Alors évidemment, il faudra quelques siècles pour atteindre cet état. Il faudra peut-être 3, 4, 5, peut-être 10 siècles. Mais l'humanité, elle a le temps, en fait. Donc je parle de quelque chose qui est sur du long terme. Ce n'est pas un désir de ma part, mais c'est une réflexion qui se veut le plus pragmatique possible. Nous étions là, nous sommes là, et nous allons là. Voilà, si on trace une ligne de notre évolution, de ce que nous faisons évoluer, si on continue à faire évoluer la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, la maîtrise progressive du questionnement, eh bien nous atteignons cet état de perfection. Voilà. Et nous ne sommes pas la seule espèce à chercher à atteindre sa perfection. Toutes les espèces visent finalement à atteindre un état de perfection. Pour la plupart, c'est la fluidité dans l'eau, dans l'air, le camouflage, la rapidité, des choses comme ça. Et pour l'homme, eh ben, c'est la conscience, c'est la résolution de tous les problèmes et enfin l'accession à l'éveil, à l'extase, au nirvana. Voilà, donc on y va, on continue. Pour préciser cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios, et là c'est une réflexion autour de Platon, la République, dans une émission qui s'appelait Les chemins de la philosophie, qui est devenue Avec philosophie sur France Culture. Donc je lance l'audio, je découvre en même temps, et puis je commente et je précise ma théorie grâce à ça. Et en même temps, on apprend des choses parce que les intervenants sont tout simplement géniaux. D'où on part quand on pose la question de la justice. Pour vous dire la chose autrement, la justice, avant la République, c'est une question essentiellement une question de comportement et d'adéquation à une norme sociale. Après la République, je dis ça de manière un peu dramatique, mais pour le dire de manière forte, après la République, la justice devient une question d'ordre intérieur. Alors, c'est vraiment intéressant. Et alors, pour d'abord préciser, c'est Dimitri Elmur, philosophe à l'ENS Paris, qui parle. Et qui, avec beaucoup d'enthousiasme et de générosité. Donc, il y a un avant. En fait, la justice est quelque chose de mathématique. Et à partir de Platon, on rentre dans l'âme de la justice. Pourquoi la justice, la vision morale, pourquoi il faut être juste avec autrui. En fait, on va tenir compte d'autrui à partir de Platon. Avant, on tient compte de soi. Je suis juste parce que c'est la loi. Si je suis injuste, je vais être puni, etc., etc. Et puis, il y a la passation à un autre niveau. L'empathie vient et on rentre dans le cœur de l'autre. Et on voit que si on est injuste envers autrui, on va lui faire du mal. Donc, il y a quelque chose, et là, on voit que les grandes religions arrivent à cette époque de Platon. À l'époque de Platon, il y a le judaïsme qui est déjà vraiment... qui a toute sa densité, et donc avec les valeurs d'autrui, les valeurs de l'autre, de pardon, enfin tout ce qui va amener cette sensibilité. Donc, parce qu'il faut une sensibilité pour aller vers l'autre.
pour pouvoir aller pour voir son cœur. À la même époque, il y a Bouddha qui est là et qui arrive avec justement une autre façon sensible d'avancer vers le monde. Et quelques siècles plus tard, on va rencontrer le christianisme qui va encore amener une dimension encore plus sensible là-dedans. Et c'est ce qui fait dire à Nietzsche que justement cette évolution vers le sensible, pour lui, c'est un problème parce qu'il a peur de sa propre sensibilité. À mon sens, c'est comme ça que je l'interprète. En tout cas, là, c'est intéressant. Et ça, c'est un déplacement conceptuel massif. Massif. C'est-à-dire que ça change tout. Ça change toute la manière dont la question est posée. Donc, je reprends mon chemin. Aristote la posera différemment à cause de ça, et même si on peut être en désaccord avec Platon sur tel ou tel propos, la question de savoir si oui ou non la justice de mon comportement dépend ou non de la justice de l'état de mon âme, ça c'est la grande thèse platonique. Oui, mais alors ça, comment faut-il s'y même prendre pour encourager le lecteur à avoir envie de le suivre? Parce que ça c'est quand même incroyable. Dépend de mon âme. C'est le départ de la psychologie, c'est le départ de la rentrée vers l'âme de l'autre, en fait, vers l'autre, vers l'aptitude à l'empathie, en somme. Ça serait intéressant de faire l'histoire de l'empathie, l'histoire de la montée vers l'âme de l'autre, vers le moment où l'humanité commence à sortir de son narcissisme, parce que c'est ce qu'il faut pour atteindre justement cette âme-là. Suivre, parce qu'en clair, si le but est d'avoir une vie bonne, et qu'on a ce céphale qui a l'air tout à fait en paix avec lui-même, on a envie de lui ressembler, on a envie d'être aussi en paix que céphale au moment, au crépuscule de son existence. Ouais. Pourquoi diable viendrait-on s'embêter avec la définition de la justice, qui certainement ne nous aidera pas à mieux vivre que ne le fait céphale? Alors, Platon pense que si. Elle pense qu'elle nous aidera à mieux vivre, parce que d'abord, on comprendra l'ordre qu'il faut imposer à son âme, et puis parce que la thèse de la République, c'est là où la thèse est extravagante d'ambition philosophique, c'est de montrer que quelles que soient les circonstances, on y reviendra quand on parlera du livre 2 de toute façon. Demain, ouais. Mais quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire si je suis au fond d'une prison, malheureux, malade, pauvre et détesté par tout le monde, il faudra quand même toujours que je choisisse la justice et non l'injustice. Et que c'est comme ça que je serai heureux. C'est une thèse extraordinaire. C'est pas de bonheur sans justice. Non. C'est extraordinaire. Il a absolument raison. C'est clair que, et pourquoi notre âme est constituée de façon à ce que on ait des remords quand on se conduit injustement, et qu'on se sente bien, qu'on soit heureux quand on s'est conduit avec justice, quand on utilise la justice. Et la justice au grand sens du terme, parce que c'est pas la justice, y a une justice abusante, évidemment. C'est une justice morale. Sans justice. Non. Alors, définition de la justice, Dimitri. Alors, la justice, ça, vous le verrez en détail avec le livre 4, mais j'anticipe un peu. Oui. Non, il y a des définitions, des tentatives de définition qui sont esquissées dans le livre 1. Il y a des tentatives, par exemple, celle qui va suivre. Donc, juste pour relier les points entre eux, après ce passage, justement, sur les désirs et sur la vieillesse, etc., où on comprend qu'au fond, la question du désir va être centrale, disons les choses comme ça. On parle aussi de la question de l'argent, qui suit, parce que désir sexuel, mais aussi désir de possession. Donc tous les grands thèmes de la République sont déjà introduits dans la discussion avec Céphale. Et puis Polémarque, le fils de Céphale, hérite de la discussion. Et là, on rentre un peu plus dans une définition de la justice. Et par exemple, une définition qu'on donne, c'est rendre ce qu'on doit à quelqu'un, ou faire du bien à ses amis et nuire à ses ennemis. Et Socrate montre à chaque fois, toujours avec le même argument, que, pour le dire très simplement, tout ça, c'est des comportements sociaux, mais qu'au fond, ce qui compte, c'est l'état dans lequel son âme est quand on réalise ses actions. Et de fil en aiguille, en passant par Thrasima, dont on va parler tout à l'heure, on va en arriver à la fin du livre 4, donc à la fin du livre 4. La définition de la justice dans la République, la définition platonicienne de la justice, c'est 444A et suivant. Donc c'est la toute fin du livre 4, et c'est là où on nous explique, alors vous allez me dire, voilà une définition
tellement déceptive que la justice, c'est que chaque partie de mon âme fasse ce qu'elle a à faire. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est quand même, c'est beaucoup de bruit pour rien. Mais non, parce que justement, au fond, c'est tout le mouvement qui compte. Vous savez, pour le dire autrement, pardon, je fais une petite parenthèse, mais les définitions chez Platon, quand il y en a, et il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est quand même extraordinaire, parce que, voilà, ça m'a toujours stupéfait, ces professeurs de philo à la fac, agrégés, souvent, je pense, la connaissance, voilà, ils pouvaient sortir tel numéro 444, D, C, B. Ah là, magnifique. Pas beaucoup. Ouais. C'est pas toujours très intéressant. Ce qui compte, c'est quand même tout le mouvement qui amène à la définition, c'est-à-dire le mouvement de développement de la pensée, Platon appelle dialectique, ou dialogue, voilà, qui nous amène à la définition. La définition, si on l'extrait du mouvement de la pensée qui l'amène, c'est une opinion. Ça intéresse pas beaucoup Platon. En revanche, la définition, quand elle est le fruit, quand elle accouche, ou qu'elle est accouchée, par le mouvement d'une pensée, c'est-à-dire les 4 premiers livres de la République, là, ça devient intéressant. Mais ça veut dire, si je vous suis bien, qu'il y a un parallèle entre ce qui se passe dans l'âme et ce qui se passe dans la cité. Exactement. Une âme juste sera le reflet d'une cité juste, ou inversement. D'où l'utilité de se poser la question, enfin, même l'urgence. Exactement. Alors ça, on en parlera, je pense. Et là, on peut faire des parallèles. Voilà, si on a des guides qui sont corrompus, qui sont sans foi ni loi, qui s'intéressent pas au peuple mais aux dominants, qui vont préférer l'oligarchie à leur population, eh ben, on va avoir une âme du peuple qui va être maltraité, comme tout enfant maltraité, qui va souffrir, qui va crier, qui va mordre, qui va, etc., qui va être dans un état de souffrance et de sentiment d'injustice inouï. Et donc, on a le peuple qu'on mérite. Et quand il se révolte, c'est parce qu'on mérite qu'il se révolte. Alors, je pense assez en détail demain, parce que ce qu'on appelle l'isomorphisme entre l'âme et la cité, ou l'analogie entre l'âme et la cité, c'est posé dans la République, au livre 2, 368 et quelques, où là, on a vraiment un de ces tournants dont Socrate a le secret dans la République, où il nous dit, bon, pour savoir ce que c'est que la justice dans l'âme, il faut voir les choses en plus grand. Qu'est-ce qui est plus grand qu'une âme? Une cité. Regardons comment ça marche dans une cité. Donc ensuite, concevons l'origine d'une cité. Ouais. Et ensuite, on rapportera la définition qu'on aura trouvée de la justice dans la cité sur l'âme. Et donc le moment où Socrate fait cette application de la justice dans la cité à la justice dans l'âme, c'est que vers la fin du livre 4. Donc vous voyez, tout un mouvement. Alors là, il y a quand même, et c'est là où on voit que l'humanité se trompe pas. Pourquoi Platon est au pinacle comme ça depuis 2500 ans, 400 ans? Mais c'est inouï. Et il y a peut-être 1 milliard d'êtres humains qui ont entendu ou étudié ou lu ou su que Platon existe depuis l'origine de son existence. C'est inouï. Là, à l'heure actuelle, il y a peut-être 20 millions de personnes qui étudient Platon sur cette planète. C'est incroyable. Et Platon, on comprend à quel point il y a une puissance de pensée qui est inouïe. C'est un mouvement comme ça qui naît au livre 2, qui se conclut au livre 4 par une définition de la justice qui paraît extrêmement déceptive. S'occuper de ses propres affaires. C'est ça, la justice. Alors, il faut présenter qui est Thrasymachie, puisqu'on l'a vu dans ce premier livre. Donc, on a entendu un peu Glaucon et Adimonte, on a entendu un texte de Céphale, vous avez parlé de Polémarque, le fils du marchand Céphale, qui effectivement vient proposer une définition de la justice, qui serait notamment celle de faire du bien à ses amis et de rembourser ses dettes. Mais quand même, le personnage qui nous intéresse dans ce livre 1 est celui qui exprime une conception de la justice qui ressemble à celle de la loi du plus fort, c'est Thrasymachie. Qui est Thrasymachie? Thrasymachie, on considère comme un sophiste, je ne sais pas si la dénomination est très juste, il y a pas mal de mystères autour de Thrasymachie. Je parle du personnage historique. Thrasymachie de Chalcédoine, on a quelques fragments, il a sans doute été ambassadeur, voilà, il y a pas mal. Alors je sais pas si on peut, si quelque chose avait été écrit. Qu'est-ce qu'il y avait dans la bibliothèque d'Alexandrie?
qui a brûlé. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est tragique de savoir que une quantité de livres de cette époque-là, d'écrits de cette époque, ont été perdus, dispersés. C'est inouï. C'est quelque chose. Voilà, il y a pas mal de questions autour de lui. Au fond, ce qu'on sait de lui et ce qui nous marque dans le personnage, c'est ce que Platon en dit. Mais on ne peut pas évaluer l'historicité de ça. Donc laissons cette question de côté, même si elle peut être intéressante pour certains points. Laissons ça de côté. Qui est Thrasymachus dans la République? Dans la République, Thrasymachus, ce qu'il révèle, c'est la manière dont il arrive dans la discussion. C'est un texte magnifique où Socrate est en train de réfuter Polémarque, dont on parlait à l'instant, et puis lui il arrive en disant mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Il est en colère, il est pas content, il fait un peu peur à tout le monde, parce qu'il trouve que tout ça c'est du blabla, que Socrate est en train de dire, mais pour lui la question est claire. La justice, comme vous le disiez, c'est l'intérêt du plus fort. Alors, il n'a pas toujours la même définition de la justice, Thrasymachus, mais en tout cas, il a une conception, disons, appelons-la immoraliste, pour faire simple, de la justice, et il dit à Socrate, voilà une bonne définition, je t'en donne une, réfute-moi. La discussion prend un tour tout à fait différent. C'est-à-dire qu'effectivement, en un certain sens, on pourrait dire que On va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Blablabla, blablabla. Si vous trouvez intéressant ce travail, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec votre site, laisser des commentaires, allez visiter l'espace mécaniqueuniverselle.net. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre présence et veuillez excuser mon manque d'éducation.